Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission officielle du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le scénariste de bande dessinée Régis Sautière et le dessinateur Ardoc. Ardoc, Régis, bonjour. 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 Alors Régis Sautière et Ardoc, vous êtes auteurs de la série de bande dessinée La guerre des Lulus, parue aux éditions Casterman, qui plonge dans la Première Guerre mondiale à travers le regard d'une bande d'enfants orphelins. On a l'honneur de vous recevoir ici parce que La guerre des Lulus vient d'être adaptée au cinéma par Yann Samuel et on peut déjà le voir cette année en avant-première au Festival international du film d'Amiens. Alors Amiens justement, c'est une ville qui se situe en Picardie, une région qui a été marquée au fer rouge par 14-18, que ce soit physiquement ou moralement. À quel moment vous avez ressenti le besoin d'écrire sur la Première Guerre mondiale ? C'est venu progressivement, mais c'est venu justement du fait que je suis venu m'installer dans la région il y a plus de 25 ans maintenant. Et ça a été le premier constat que j'ai fait, c'était de voir à quel point la région était profondément, vraiment dans sa chair meurtrie par la guerre de 14 et que ça se voyait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je viens de Bretagne, la Bretagne a aussi été touchée par la guerre de 14, mais pas sur le territoire. Des Bretons sont morts au front, mais il n'y a pas de reste de tranchées comme on a ici, il n'y a pas des cimetières à perte de vue, enfin, voilà, on en croise sans arrêt des cimetières militaires datant de la guerre de 14 en Picardie. Il y a des monuments aux morts, évidemment, comme il y a partout, mais il n'y a pas de traces, de cicatrices de cette guerre dans le territoire breton. Et quand je suis venu m'installer en Picardie, et même la première fois que j'ai découvert la Picardie, c'était plus pour la traversée, et j'ai découvert notamment le mémorial de Thiepval, que j'ai vu au loin, en fait, on passait sur la nationale en bus, et je voyais cette espèce d'arc de triomphe gigantesque qui dépassait, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et quand je suis venu m'installer en Picardie, donc j'ai découvert ce que c'était que ce mémorial, et j'ai découvert d'autres mémoriaux, j'ai découvert des restes de tranchées, des trous de mines dans le sol, etc. Et donc ça m'a vraiment interpellé. Et c'est là où j'ai commencé à me réintéresser à la guerre de 14, même à m'y intéresser tout court, parce que je dirais intéressé, parce qu'évidemment j'avais appris ce que c'était que la guerre de 14 à l'école, j'avais lu des romans, j'avais vu des fictions. Mais pour moi, c'était quelque chose de très lointain. Ça appartenait à l'histoire avec un grand H, mais pas à l'histoire contemporaine. C'était vraiment quelque chose du passé. Et là, je voyais qu'un territoire qui était encore aujourd'hui très touché en fait par cette guerre. Et j'ai eu envie d'écrire. Ça a commencé par des histoires courtes pour deux collectifs. Il y a eu Cicatrices de guerre et puis Traces de la Grande Guerre un peu plus tard. Mais assez rapidement, en fait, est venu le projet de la guerre des Lulus. Et l'idée de mettre en scène des enfants aussi dans cette guerre. Et tout ça, s'est télescopé. Ça a donné le projet tel qu'il est devenu après et puis qui donne un film aujourd'hui. Et justement, moi, ce qui m'a frappé dans les bandes dessinées de La guerre des Lulus, c'est que j'ai l'impression que vous rassemblez un peu des contraires. Les enfants sont instinctifs, assez espiègles, et à la fois, en fond, on a la guerre. Enfin, en fond, c'est même pas un prétexte, la guerre, finalement, c'est le sujet. On se retrouve avec une guerre cruelle, violente. Pourquoi, justement, avoir choisi de regarder 14-18 par le prisme des enfants ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'était pour faire plaisir à mes enfants qui avaient 10-12 ans à l'époque. La deuxième, c'est parce qu'on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de bande dessinée sur la guerre de 14 accessible aux enfants. Donc je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion d'avoir un point de vue un peu original par rapport à voilà, ce qui avait été fait, notamment ce qu'avait fait Jacques Tardy, qui s'est intéressé beaucoup à la guerre de 14 et qui l'a comment dire, qui l'attaque frontalement. C'est-à-dire qu'on montre voilà, les combats, les guerres de tranchées, enfin les batailles de tranchées, etc. Donc je me suis dit, on pourrait peut-être sortir de la tranchée, montrer la guerre de façon un peu différente et surtout rendre accessible cette guerre au grand public, c'est-à-dire voilà, des lecteurs qui, à partir de 10 ans, grosso modo, jusqu'à plus de 90. Donc le projet, ça a été ça. Puis les enfants ont une grande force de résilience. Donc ça, c'est aussi ce qui rend intéressant cette histoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser la guerre, être confrontés à tout un tas de difficultés, eux aussi connaître la mort, la maladie, la perte d'un proche, etc. Mais réussir en fait à outrepasser ça et à rebondir et à évoluer comme ça. C'est-à-dire qu'on a des enfants en plus qui sont des orphelins au début de la guerre, donc qui ont déjà vécu des traumatismes, la perte des parents, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils ont été abandonnés. Et donc voilà, ils ont vécu une tragédie personnelle et la guerre en fait va leur permettre de se reconstruire aussi au travers de tout ce qu'ils vont vivre, donc des choses atroces. Et c'est ce qui a plu à Yann Samuel quand il a fait ce film, en fait, c'est qu'on a une histoire où on a un monde qui est en perdition, qui est en train de se détruire petit à petit. Et en parallèle, on a des enfants qui, eux, se construisent au travers de tout ce qu'ils vont traverser.
Justement, vous évoquiez Jacques Tardy et j'y ai pensé tout de suite parce qu'en fait, c'est un peu l'opposé pour lui. Et dans Putain de guerre, il montre vraiment les tranchées, les combats, les offensives, les soldats. On vit avec eux au quotidien. À l'inverse, vous montrez plutôt l'arrière. C'était important aussi pour vous de Oui, montrer parce ce que pan-là de quand on l'histoire. pense à une guerre, on pense tout le temps aux soldats. C'est tout le temps eux à qui on rend hommage le 11 novembre, autour du monument aux morts, etc. Et les guerres modernes, notamment, c'est souvent les civils en fait qui trinquent les premiers, notamment les enfants. La guerre de 14 a fait, je crois que c'est près de 800 000 orphelins. Et on les oublie tout le temps. On va rendre hommage aux grands généraux, maréchaux, etc., qui on va donner des noms de rues. Mais voilà, les victimes civiles, on les oublie complètement. Et la guerre de 14 a fait beaucoup de victimes civiles. Il y a des villages qui ont été rasés entièrement. Tous les villages qui étaient sur la ligne de front, notamment, voilà, ont été perdus. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et j'ai voulu surtout rendre hommage aux civils qui étaient dans la zone occupée. C'est-à-dire que quand on pense France occupée, on pense tout de suite à la guerre de 39-45 et on oublie que pendant la guerre de 14, il y a toute une partie du territoire français qui était occupée par l'armée allemande. Alors on parlait de zone envahie à l'époque. Et c'est une occupation qui a été très dure, qui a été plus dure selon des gens qui ont vécu les deux, qui a été plus dure en 1914-1918 que celle qu'on aura 20 ans plus tard. Et parce qu'on est sur un territoire où on a une armée qui est une armée occupante et qui est toujours en guerre en fait contre le pays qu'elle occupe. Alors qu'en 39-45, voilà, la France était envahie, elle avait perdu la guerre, même si voilà, il y a aussi la France libre, etc. Mais en tout cas sur les territoires français, voilà, on avait une armée d'occupation, mais qui n'était plus en guerre sur le front avec des soldats français. Alors qu'en 14-18, les soldats en fait allaient combattre au front et quand ils revenaient à l'arrière, en fait, ils étaient dans une zone qu'ils avaient envahie où les gens qu'ils côtoyaient, chez qui ils habitaient, parce que les soldats allemands étaient hébergés chez l'habitant pour beaucoup, étaient des gens qui faisaient partie de la patrie avec lesquels ils étaient en guerre, contre laquelle ils combattaient sur le front. Donc c'est une occupation très dure et voilà. Et donc je me suis rendu compte en faisant ce projet que ce point de vue de la zone envahie n'avait jamais été abordé, ou pas à ma connaissance, dans les fictions. Et même au niveau historique, il y a très peu d'historiens qui se sont intéressés à ce qui s'est passé sur ces territoires-là. Voilà, donc la guerre des Lus, c'est une façon de rendre hommage à tous ces gens qui ont dû subir tout ça. Et pour revenir justement sur la guerre des Lulus, vous parliez de personnages, d'enfants qui se construisent en fait à travers la guerre. Et en fait, j'ai l'impression que la guerre des Lulus, c'est un peu une fresque. Il se passe énormément de mouvements, il y a beaucoup de péripéties, de rencontres. D'où vient cette appétence pour les aventures? Parce que j'aime beaucoup moi les aventures, j'aimais beaucoup en lire quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup en voir au cinéma ou à la télévision. Donc il y avait ça aussi. Et puis ce que j'aime, c'est les histoires simples, c'est-à-dire qu'on a une intrigue qui est très simple. Ce sont des enfants en fait qui vont chercher à survivre, c'est tout. Et ils vont se déplacer à partir du tome 3. C'est-à-dire que sur les deux premiers tomes, ils restent dans leur village, ils restent dans leur cabane, etc. À partir du tome 3, on part sur une sorte de road movie. Voilà, ils sont sur la route et ils vivent plein d'aventures. Mais voilà, j'aime les histoires très simples où voilà, on n'a pas une intrigue alambiquée parce que ça permet de laisser beaucoup de place aux personnages. Ça permet de les voir évoluer. Ça les permet, surtout quand c'est des enfants, ça permet de les voir grandir psychologiquement. Ça permet surtout au fil des difficultés auxquelles on les confronte de voir comment leurs relations entre eux évoluent. Et donc voilà, on a cette double évolution des personnages qui est très rapide parce que ce sont des enfants et ils sont confrontés à tout un tas de choses. Et puis évolution des rapports entre les enfants. C'est le même principe que Walking Dead par exemple, que tous les films de zombies. On a des personnages qui n'ont qu'un objectif, c'est de survivre à la menace qui les entoure. Les Lulus, c'est pas des zombies qui les entourent, ce sont des soldats allemands, mais le principe est le même. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Justement, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue du dessin, c'est intéressant de travailler avec des enfants, enfin de travailler sur un récit avec des enfants, puisqu'il y a une évolution forcément. Comment vous avez construit cette évolution? Comment vous l'avez ficelée? Alors il y a deux évolutions, donc il y a l'évolution psychologique, donc ça c'est du ressort du scénariste, puis ça va passer au travers des dialogues, ça va passer au travers de tout ce qu'on fait vivre aux enfants et la façon dont ils surmontent tout ça et ce qu'ils deviennent après. Et puis il y a la partie qui est dévolue au dessinateur, qui est de faire vieillir les enfants. Donc là, Hardock pourra mieux en parler que moi, parce que ça c'est un vrai challenge, parce qu'en bande dessinée, on fait toujours attention à ce que les personnages soient facilement reconnaissables d'une case sur l'autre. Et donc ça c'est une première difficulté. Et alors quand on doit faire changer ces personnages d'un tome à l'autre, voilà, c'est une difficulté qui est encore plus grande, puisqu'il faut à la fois qu'ils soient différents du tome d'avant et en même temps qu'on les reconnaisse facilement. En dessin? Oui, puis en fait, comme pour soutenir un peu le propos de Régis, c'est que généralement en bande dessinée, on est dans les grands classiques, on est habitué à avoir des personnages qui ne vieillissent pas dans les classiques franco-belges. Alors moi, en ce qui concerne les Lulus, je me suis tout simplement appuyé aussi dès le départ sur des personnages, des enfants dessinés par Francisque Poulbeau,
qui est un illustrateur du début du XXe siècle que j'admire beaucoup depuis pas mal d'années. Et ça m'a servi au niveau iconographique, au niveau de plein de bouquins, au niveau d'images sur Internet, de pouvoir m'appuyer dessus. Et puis, comme le dit Régis, ce qui est délicat, c'est que les enfants sont aussi un âge entre 10-15 ans au départ, où en fait, voilà, les enfants, on les voit vieillir, on voit pas trop, on les voit grandir, on n'arrive pas trop à saisir les petites différences, mais on voit bien qu'il y a un changement. Et donc là, c'est simplement en tant que dessinateur, il faut aussi s'appuyer sur des choses concrètes comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on va rajouter une demi-tête pour un personnage. Ce que je vais faire, c'est que au fil des albums aussi, comme on est en période de guerre, moi je vais les rendre avec des traits plus creusés, parfois plus sombres aussi. Le Luigi, qui est le plus costaud, qui est le plus gourmand, avec le running gag de la confiture, va s'affiner, va grandir aussi. Lucas aussi, enfin tous les personnages comme ça. On va rajouter des petits brins de moustache, on va rajouter des fossettes sur le menton, des petits détails. Et en plus, on n'est pas dans une bande dessinée réaliste graphiquement, donc c'est encore plus délicat parce qu'on est entre le gros nez et le réalisme. Donc il faut aussi un peu tricher, quoi. Donc il n'y a pas d'autre solution que de tricher. Et puis surtout, j'ai moi-même des enfants qui sont préadolescents, adolescents, et je vois bien qu'ils changent. Et je me disais, bon, ben voilà, faut pas chercher de midi à 14h. Je pense qu'il faut y aller au plus naturel possible avec toutes ces petites techniques graphiques. Et puis, ça va permettre de les vieillir. En plus, effectivement, de la syntaxe, de la psychologie des personnages, de leur parler. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va faire, tout simplement. Et en bande dessinée, en fait, de manière générale, je trouve que c'est un côté très cinématographique. On a plein de plans différents, vues aériennes, des plans serrés, des plans larges. Très concrètement, comment vous avez travaillé, construit visuellement La Guerre des Lulus? C'est délicat à répondre à cette question parce que je pense que c'est aussi une façon, enfin en ce qui me concerne, pour le dessinateur, c'est ma vision de la mise en scène. En même temps, il faut que ça soit une bande dessinée qui soit assez fluide narrativement, puisqu'elle s'adresse au grand public, autant pour des petits que pour des plus grands. Donc on ne peut pas se permettre de faire non plus des angles vraiment très variés avec des déformations, avec des plans de malades comme on peut trouver dans le cinéma ou dans certaines bandes dessinées. Il faut parfois, donc, sur des scènes de dialogue, par exemple, si c'est sur 2 pages, il faut varier les plans de caméra. Et puis, il faut chercher des angles plus bas, ras de terre souvent, ou en plongée. Il faut varier, parce qu'au cinéma, on se laisse porter par l'image. On a 1h30 devant soi, ou 2 heures, ou voire 2h30, où le cerveau se pose. On n'a pas besoin de tourner les pages, on a juste à suivre le fil de la narration. Alors qu'en bande dessinée, on est obligé de tourner la page pour pouvoir suivre l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il est très important de chercher des idées de cadrage un peu parfois originaux, mais en gardant cette fluidité et pas non plus trop pousser l'originalité. Je trouve que c'est pas forcément à hauteur d'enfant à chaque fois dans La Guerre des Lulus. Justement, j'aime bien cette diversité de cadrage. Et maintenant que La Guerre des Lulus existe au cinéma, quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le film pour la première fois? Alors, la première fois, c'était très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où on a évidemment beaucoup d'attentes par rapport au film. On a une implication, alors qu'il n'y a pas une implication sur la création du film, mais qui est une implication dans ce projet de façon générale, puisqu'on est les créateurs de l'histoire d'origine. Et donc, quand on va regarder le film, on le regarde avec le même regard qu'on a quand on relit l'un de nos ouvrages juste avant publication. C'est-à-dire que c'est une forme de relecture. On traque la coquille, on traque l'erreur, on traque le plan qu'on aurait fait autrement, enfin, etc. Et donc, c'était pas un visionnage serein. Mais depuis, heureusement, on a eu l'occasion de le revoir, notamment lors de projections publiques, projections scolaires ou avant-première tout public. Et de prendre un peu plus de recul et de regarder le film pour ce qu'il est. Et là, on a pris beaucoup de plaisir à ça. Et ce que j'aime dans la vision d'Yann Samuel, c'est qu'elle est différente de la nôtre. C'est-à-dire que nous, on est sur une grande histoire, de l'aventure historique, on pourrait dire. Lui, le côté conte est beaucoup plus présent. Il est peu présent dans La Guerre des Lulus, même s'il est un peu là au travers de certains personnages, notamment, je me souviens de la rencontre des Lulus avec un sabotier dans la forêt. Là, je me souviens qu'il y avait une référence au conte qui est très forte, où on a ces orphelins perdus dans la forêt qui vont rencontrer un homme qui les dépasse, qui fait le double de leur taille, donc il y a le côté ogre et petit pousset. Mais dans le film de Yann Samuel, l'ogre, c'est la guerre elle-même. C'est-à-dire que la vision de la guerre est un peu différente de la nôtre. On essaye de respecter vraiment, nous, une forme de chronologie historique dans le déroulé des événements, etc. Et quand on fait référence à quelque chose qui a trait à la guerre, on essaye d'être le plus proche possible de la réalité historique. Dans la version d'Yann Samuel, en fait, on est dans une forme de conte historique
de conte d'aventure, je dirais, où on a cette guerre comme ça qui est en train de broyer le monde entier, qui essaye de broyer ses enfants et les enfants lui échappent. Et il y a beaucoup de références dans ce film, notamment au travers de personnages qu'il a ajoutés, comme celui qui est interprété par Isabelle Carré, qui joue le rôle d'une sorcière, enfin une femme qui vit seule dans une chaumière et donc les enfants prennent pour une sorcière. Voilà, ce personnage-là, typiquement, c'est un personnage de conte qui a été ajouté par Yann Samuel. Et voilà. Et donc quand on a revu le film, voilà, avec un peu plus de recul, c'est là où on a vraiment pris plaisir à ce qu'on a vu. Et c'est un film, je pense, qui va beaucoup plaire aux enfants et aussi aussi bien aux enfants qui lisent La Guerre de Lulu que ceux qui ne la connaissent pas. Parce que pour moi, c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'étais enfant. Je pense que j'aurais adoré ça à l'âge de 10, 12, 14, 15 ans, regarder ce genre de film. Oui, et puis en même temps, c'est un exercice difficile, comme disait Régis, parce que le premier regard, effectivement, est très porté dans l'analyse. Mais une fois qu'on était dans la salle, on est en immersion avec le public. Et là, c'est différent. Ça apporte une autre ambiance, parce qu'on voit les réactions des gens. Et c'est à ce moment-là que nous, on commence à lâcher prise. Et donc à se dire, voilà, je suis en tant que spectateur, et non pas en tant qu'auteur, créateur de l'univers. Et c'est ce moment-là, en fait, qui donne vraiment du plaisir, puisqu'on entend autour de nous, encore une fois, les rires, les réactions. Enfin, on ne va pas dévoiler les scènes du film, mais que ce soit par des projections scolaires ou par des projections de tout public, ça nous a permis effectivement de lâcher prise, de se dire, je suis dedans avec eux. On met de côté nos inquiétudes, et puis on regarde le film, on en profite. C'est ça. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce alors de La Guerre des Lulus. Allons-y. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. Des frères. Les Lulus. On est en guerre. Mais non, on se dispute. Mais pas vous, le monde. Il m'oublie tout le temps. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? Nous, amis? Enfin. Vous voulez pas qu'on parle normalement? Moi aussi, je suis français. C'est drôle parce qu'en voyant juste la bande-annonce, en fait, je trouve qu'il y a une ressemblance quand même entre les enfants de la bande dessinée et les enfants du film. Je crois que c'est celui avec la confiture, c'est Luigi, non? Luigi, ouais, non, Luigi a vraiment le casting a vraiment a été le très même. Réussi, Ouais, très a réussi. vraiment la ressemblance est vraiment flagrante. Et je me demandais, est-ce que vous avez été impliqué justement dans le casting, dans la réalisation, dans l'écriture du scénario? Non. On a pu assister au tournage. Quand le casting a été fait, on nous a montré, même avant le casting, on a vu les derniers choix quand il restait 2 enfants pour chaque rôle. Et rien que sur les photos, en fait, ceux qu'on aurait choisis, c'est marrant, c'est ceux qui sont à l'écran aujourd'hui, sans les avoir vus jouer ni rien. Moi, on m'a envoyé différentes versions du traitement et puis du scénario que j'ai pu lire, sur lequel j'ai pu faire des remarques. Mais il n'y avait pas d'obligation pour Yann Samuel de tenir compte de ce que je disais. Moi, c'était juste, voilà, je donnais mon avis au fur et à mesure. Et surtout, on a pu assister au tournage. Et ça a été assez génial. C'est-à-dire que le tournage nous a été complètement ouvert. Au début, on pensait y aller juste une fois pour voir comme ça comment ça se passait. Puis en fait, on est venu une fois. Puis on s'est dit, ce serait bien qu'on revienne pour voir un autre décor, etc. Et on est allé sur tous les décors. Donc on est allé au moins 7 ou 8 fois chacun sur le tournage, enfin souvent ensemble. Parce qu'en plus, les décors sont assez exceptionnels. Tous les décors ont été construits en extérieur, il n'y a pas de travail sur fond vert. Et moi, je voulais voir le village de Valencourt comme ça, détruit par les bombes. Je voulais voir le champ de bataille, je voulais voir la cabane des Lulus, etc. Et donc, on est allé sur tous les sites de tournage, ou presque. Il y a celui d'Arras qu'on n'a pas vu. Mais sinon, tous les autres sites, on les a vus, c'était assez génial. Oui, puis en plus de ça, on a la ressemblance physique, mais c'est aussi que... les enfants en fait dans le film nous ont assez bluffés parce que déjà la première fois qu'on les a croisés sur le tournage, on les a vus descendre de la rue près de l'abbaye et ils n'étaient pas encore sur le plateau, mais on allait se garer et on a dit mais en fait Régis me fait regarde, c'est les Lulus et on regarde mais ouais mais c'est eux quoi. Et puis surtout on s'est rendu compte que tous les enfants en fait c'est pas toujours le cas. Des fois un enfant joue un peu moins bien ou pas très bien. Désolé pour ceux qui entendent dans les films, mais là, il y a une vraie connivence entre les quatre dans la vie, comme dans le film, en fait. Et on sent qu'il y a un vrai jeu. Moi, j'ai observé les expressions des enfants, j'ai pris le temps de regarder, je me dis,
waouh, mais tous les enfants, à un moment donné, il y a une petite étincelle, il y a un truc qui fait que c'est très juste, quoi. Donc, il y a la ressemblance physique et en même temps, Ouais. voilà. Moi, c'est une de mes grandes inquiétudes par rapport au film. En fait, quand j'ai appris que les droits étaient achetés pour faire un film, je me disais, ah ouais, un film, je voyais bien ça en dessin animé, une série de dessins animés de 20-25 minutes comme les Tom Sawyer qu'on regardait quand on était gamin. Mais un film, je me suis dit, il va falloir des enfants qui jouent vraiment très bien parce que ils ont les rôles principaux. Et souvent, je trouve que dans les fictions françaises, que ce soit au cinéma ou à la télévision, les enfants ont tendance à cabotiner, voilà, à en faire trop, à surjouer leur rôle. Et je me suis dit, là, vu la thématique, parce qu'on est quand même, ils sont traversés par tout un tas d'émotions contradictoires. Donc on va passer du rire aux larmes sans arrêt. Et je me dis, pour tenir ces rôles-là quand on est enfant, donc on n'a pas suivi a priori de cours d'art dramatique, etc., qu'on n'a pas fait son métier, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont été remarquablement bien castés, parce que non seulement la ressemblance physique est là, mais en plus ils sont doués, en plus ils sont bons, et ils ont vraiment très très bien joué le rôle qui leur a été donné par le réalisateur. Je pense qu'il y a aussi un gros travail de la part de Yann Samel en direction d'acteur. Et on voit ils avaient une coach. Coach Amour qui les a bien briefés effectivement sur les émotions, sur les attitudes. Amour, c'est le nom de la coach. C'est le nom de la coach, c'est pas un surnom, c'est son vrai nom. Et c'est vous qui êtes à l'initiative du film? Non, pas du tout. Non. En fait, les producteurs, donc les Lézards, ceux qui ont acheté les droits de La Guerre des Lulus, les productions du Lézard, avaient d'abord acheté les droits de Briques et de Sang, donc une autre bande dessinée que j'avais faite. Ce sont des producteurs qui sont de la région, qui sont de l'Aisne, originaires de l'Aisne, et ça leur tenait à cœur de raconter une histoire qui se passerait dans la région. Donc ils sont tombés sur l'histoire de Briques et de Sang, qui est une histoire policière qui se passe au Famille-Mystère de Guise. Et ce livre-là a été édité par Casterman. Donc chez Casterman, on leur a dit, mais on a une autre histoire qui se passe aussi dans la région, du moins en partie, faite par le même scénariste, à peu près à la même époque. C'est La Guerre des Lulus. Et donc ils ont donné je crois que les 5 ou 6 premiers tomes de La Guerre des Lulus à ces producteurs. Et très rapidement, en fait, ils les ont lus et sont revenus vers l'éditeur pour acheter les droits. Oui, puis il faut savoir que les producteurs en fait sont aussi originaires de Picardie, donc il y a aussi un réel attachement à la région et cette volonté de tourner vraiment dans le nord de la France et pas de partir à l'étranger. Et dans le film, on voit aussi François Damiens, Isabelle Carré, dont vous parlez tout à l'heure, ou encore Alex Lutz, Ahmed Silla. Quelle place incarnent les adultes dans La Guerre des Lulus, que ce soit dans le film ou dans la bande dessinée? Alors, elle est plus importante dans le film que dans la bande dessinée, tout simplement parce que pour porter un film comme ça, il y avait besoin d'acteurs connus qui vont attirer les gens en salle. Et donc, c'est pour ça que Yann a étoffé certains rôles où on a recréé d'autres. Donc, je parlais de celui joué par Isabelle Carré. Donc, ça, c'est vraiment un rôle créé pour le film, pour qu'il y ait un personnage féminin fort. Le rôle de l'infirmière aussi, Madame Béraud, qui est dans le Famille-Mystère de Guise, c'est un rôle qui est ajouté. Le rôle du tirailleur sénégalais, alors, c'est un personnage qu'on avait créé dans une histoire courte, une histoire de 16 planches, qui était paru dans un magazine, mais qui, voilà, c'était la rencontre des Lulus avec un tirailleur sénégalais. Yann a décidé de prendre ce personnage-là pour l'intégrer à la grande aventure des Lulus et lui donner un rôle plus important. Là, il accompagne vraiment les Lulus, il fait partie de leur itinéraire, de leur destinée, de leur aventure. Voilà, donc, et puis il y a des rôles qui ont été un peu transformés, comme le rôle de l'abbé qui existe dans la bande dessinée, mais c'est un vieillard, voilà, il a plus de 80 ans, et Yann en a fait plutôt un curé un peu plus, voilà, beaucoup plus jeune et voilà, plus costaud, plus battant, donc interprété par François Damiens. Et mais ça, c'est voilà, une volonté de sa part, et de transformer certains rôles pour faire le film qu'il avait envie de faire. Et dans la bande dessinée, en fait, les enfants sont orphelins, donc comme on venait de le dire. Et je trouve que les personnages, en fait, se construisent aussi à travers les adultes, parce que la plupart des rencontres qu'ils font, en fait, c'est que des adultes, finalement. Oui, alors ça, il y a aussi ça dans la bande dessinée. C'est-à-dire que toute leur traversée de la guerre, c'est un itinéraire fait jalonné de rencontres, notamment la première grande rencontre, ça va être celle avec Hans, le soldat allemand, le déserteur allemand. Et ça, c'est vraiment une rencontre qui est fondamentale pour eux, parce que Hans, ça va être un père de substitution. Et la tragédie qu'ils vont vivre avec Hans, sans vouloir trop en dire, ça va être pour eux la première grande tragédie commune. Donc c'est ce qui fait que leur petit groupe, leur petite bande en fait d'enfants, la petite bande des Lulus, va devenir une vraie famille. Et c'est une famille qui se construit au travers de toutes les rencontres comme ça qu'ils vont faire. Ils vont se trouver, alors dans le film, il se trouve une maman de substitution au travers du personnage de la sorcière, un père de substitution avec le déserteur allemand, etc. Et puis après un grand frère au travers du personnage interprété par Ahmed Silla. Et voilà. Et donc toutes ces rencontres en fait sont importantes parce qu'à chaque fois, ça leur permet de passer un cran supplémentaire dans leur évolution. Ouais, d'autant plus que dans la bande dessinée, en fait, dès le départ, les Lulus se disent chouette, il n'y a plus d'adultes, à nous la liberté.
On fait ce qu'on veut, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de références, il n'y a plus de référents, pardon aussi. Et ils vont vite se rendre compte que on a besoin des adultes encore pour finir de grandir et d'accompagner notre route, enfin leur route en tout cas. Complètement. Et donc dans le film La bande dessinée, on retrouve ça finalement. Et on parlait du coup du tournage du film qui se tournait vraiment que dans les Hauts-de-France et dans la région, en particulier dans l'Aisne. D'ailleurs, vous avez évoqué le familistère de Guise et je voulais revenir dessus parce qu'on le retrouve déjà donc dans De briques et de sang. Et pour ceux qui connaissent pas, donc le familistère de Guise, c'est un palais social, c'est-à-dire c'est des appartements, des lieux de vie, il y a un théâtre, une école qui ont été construits à l'initiative de Jean-Baptiste André Gaudin, donc dit Gaudin, dans les années 1860 pour héberger ses ouvriers qui travaillaient dans son usine de poêles. Pourquoi cet endroit en particulier vous a inspiré ? Alors, le Famistère, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Le palais social, c'est juste la partie habitation. Et il n'y a pas seulement les ouvriers qui y habitaient. Gaudin lui-même y vivait. Et les cadres de l'usine étaient tenus d'y habiter. Les ouvriers avaient le choix, mais les cadres, en fait, devaient y habiter. Et c'est surtout une expérience sociale extraordinaire. Et moi, quand j'ai découvert le Famistère, donc c'était à l'occasion des fêtes du 1er mai, je suis allé le visiter, comme tout un chacun, parce que j'avais appris qu'il y avait des fêtes de rue. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir ce truc dont j'avais vaguement entendu parler, mais sans savoir ce que c'était. Et là, j'ai découvert donc, les bâtiments, évidemment, donc le petit théâtre à l'italienne, la piscine Lavoir, et puis tous les pavillons d'habitation. Et j'étais assez saisi par le lieu, parce que c'est à la fois impressionnant, il y a un côté un peu carcéral, parce qu'on est dans tout un tas de logements qui donnent sur des coursives et sur une grande cour rectangulaire, donc c'est un peu l'image qu'on a des prisons. Et comme je cherchais à cette époque-là des idées pour une histoire policière, je me suis dit, tiens, ce sera un chouette lieu. Et puis, j'ai pris connaissance de l'histoire qui avait été abritée par ce lieu et surtout du pourquoi il avait été construit. Et je me suis dit, mais cette histoire est absolument incroyable, elle est extraordinaire et surtout, elle est unique au monde. C'est peut-être la seule utopie sociale qui a été réalisée. Elle a duré plus de 100 ans. Des familistériens, j'en ai rencontré après, notamment, j'en ai rencontré une la semaine dernière à une avant-première du film. Et voilà, et on sent que c'est des gens qui ont été marqués en fait par cette expérience-là. Et c'est toujours très touchant en fait d'en rencontrer des gens qui ont vécu, parce que ça s'est terminé en 1968 l'expérience. Et parce que Gaudin en fait a cédé son usine petit à petit aux ouvriers, c'est-à-dire que le familistère en fait c'est non seulement le palais social, non seulement la piscine, l'archerie, enfin les jardins, etc., mais c'est aussi l'usine. Et Gaudin a cédé petit à petit toutes les parts qu'il avait sur cet ensemble aux employés qui venaient vivre avec lui dans le familistère. C'est pour ça que c'est une expérience qui est unique au monde. C'est pas juste ce qu'on appelle du paternalisme où un patron va construire des logements pour ses ouvriers pour les garder à côté de son usine. Non, l'usine fait partie du familistère. Et voilà, en découvrant ça et en constatant à quel point c'était peu connu du grand public, le familistère, en fait, les gens que j'ai connus qui le connaissaient, que j'ai rencontrés qui le connaissaient, souvent c'était des architectes, parce qu'il est beaucoup étudié en école d'architecture dans le monde entier. Mais voilà, le grand public connaît très peu le familistère, un peu plus maintenant, parce qu'il a été plus médiatisé ces dernières années. Mais voilà, quand on voit l'importance, quand on voit le fait que ça soit aussi extraordinaire et aussi unique au monde comme expérience, le fait que ça soit aussi peu connu et peu enseigné à l'école, moi c'est quelque chose qui m'avait surpris. Et donc la volonté de faire une bande dessinée tout public qui se passerait dans cet univers-là, c'était aussi pour faire découvrir au grand public le familistère. Et c'est pour ça qu'on l'a remis aussi dans La guerre des Lulus, qui est autant de briques que de sang, c'était plutôt une histoire pour les adultes, enfin les grands adolescents, les adultes, une histoire policière. La guerre des Lulus, dès le départ, on a voulu faire une bande dessinée tout public, en visant un public non seulement enfant, mais familial au sens large. Et je me suis dit, voilà, on va faire découvrir aux lecteurs de La guerre des Lulus ce que c'est que le familistère. Oui, et puis il y avait aussi un clin d'œil avec David François, qui est coloriste sur La guerre des Lulus sur les 5 premiers tomes, et qui avait donc réalisé cet album De briques et de sang avec Régis Sautière. Là, après qui a rebondi sur La guerre des Lulus pour le cinéma, mais voilà, donc c'était aussi un clin d'œil. Et puis on en rigolait un petit peu en disant que ce serait marrant de voir un des personnages de briques et de sang réapparaître dans Familistère seul et qui accueille les Lulus dans... Ouais, l'idée vraiment de mettre d'emmener les Lulus au Familistère, c'est venu dans un café d'Amiens où on discutait, allez, maintenant qu'on arrive à la fin du tome 2, le tome 3, qu'est-ce qu'on fait ? Et en plaisantant, on s'est dit, on va les emmener en Familistère, puisque c'était en référence à l'histoire qu'on avait fait avec David François, où il était à la fois dessinateur et coloriste sur De briques et de sang. Et puis mais en fait, c'est pas une idée aussi idiote, parce qu'on est tout près du Familistère. Le village de Valencourt, dans les Lulus, n'existe pas, mais voilà, on peut le localiser, pas loin d'Hirson, etc. Donc tiens, il pourrait tout à fait se retrouver au Familistère. Et donc après, il a fallu trouver l'idée pour les emmener là-bas, et puis...
crois qu'il s'appelle le tas de briques, parce que du coup, C'est ça. un des orphelins se moque un peu du Familistère en appelant Bah, ça un tas de briques. c'était le surnom Le qu'on surnom donnait, donné, en fait, qui était donné par les habitants de la ville de Guise aux Familistères. Donc il y avait un côté très méprisant, c'est les habitants du tas de briques là. Voilà. Et donc on a repris ce terme-là pour titre en fait de notre C'est histoire. rigolo parce que d'un côté on appelle ça le palais social, de l'autre côté des remparts quasiment c'est le Juste tas de un tas de briques. C'est juste un tas de briques. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Et merci à Hardoc, vous. merci Merci à vous. Régis Sautière. Je rappelle que le film La Gare des Lulus est en avant-première au Festival international du film d'Amiens qui sortira en salle le 18 janvier prochain. Et notre émission touche à sa fin. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM et notamment sur YouTube. À la prochaine.